ça marche. Parfait, parfait. Et donc, en effet, on va essayer de continuer sur ces conditions. Salut Gina. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et donc, on va essayer justement, on disait avec Michel que ces questions des conditions dominantes, tout ça, ne sont pas si évidentes. Et donc, on va essayer justement d'en reparler, puisqu'on est en plein dedans. On est en plein dedans et j'ai apporté des munitions, j'ai apporté des textes. Et donc, on en était à la page. D'ailleurs, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? De la nature du samadhi, qui est... est-ce que c'est une faculté mentale? Est-ce que c'est un facteur mental déterminatif? Est-ce que puisque c'est la condition dominante, etc. Enfin, voilà, on parlait de tout ça. Oui, On parlait exactement. du fait que le même, pas objet, mais la même chose pouvait être double dans sa nature et dans sa fonction. On pouvait être différent dans sa nature et dans sa fonction, alors que Oui, c'était la même chose. Voilà. exactement. On pourrait dire d'une certaine manière que c'est une même nature, mais avec deux fonctions différentes, donc deux isolats conceptuels différents, deux façons de conceptualiser, exactement. Oui, c'est ce qu'on trouve par rapport à on avait déjà vu ça pour la perception directe mentale, oui, qui fait suite à un Voilà. train de perception sensorielle. Le dernier moment de cette conscience sensorielle, par exemple une conscience visuelle, ce dernier moment, c'est un instant cognitif. Et donc ce même instant cognitif, du point de vue de l'entité qui va engendrer une conscience mentale, eh ben, ça va être la condition antécédente. Et du point de vue de la faculté, du point de vue de la condition dominante qui va engendrer cette conscience mentale, ça va être désigné comme étant la condition dominante. Mais c'est le même instant de conscience. Oui, parce que justement, on va voir ici qu'il y a des débats. Il y a des débats. Il y en a qui disent qu'il y a des conditions, les trois conditions pour toutes les consciences. Et il y en a qui disent, bah non, pas pour toutes les consciences. Ouais. OK. Donc, on va essayer de continuer. On est à la page 101. OK. Et donc, justement, le texte disait, il est dit que les perceptions directes autocognitives et yogiques doivent être des perceptions directes mentales. Ouais, justement, on est en plein dedans. Ensuite, que les perceptions directes autocognitives soient des perceptions mentales signifie que, par exemple, l'autoperception qui fait l'expérience d'une conscience visuelle appréhendant du bleu ne dépend pas d'une condition dominante non commune qui serait une faculté visuelle, mais une faculté mentale. Ouais. Et donc, on dira, bah, c'est un peu le même principe que pour la perception directe mentale. C'est le moment immédiatement antérieur qui va servir de condition dominante pour cette autocognition. Ouais, on pourrait dire ça. Très bien. Ce qui fait de l'autoperception une perception directe mentale et non sensorielle, ouais. Donc, en effet, ça joue aussi pour une conscience visuelle. Une conscience visuelle a nécessairement une autocognition, vous le savez. Ouais, et donc on dira que le moment, immédiatement antérieur de conscience visuelle va servir de condition dominante pour le moment présent d'autocognition. Ouais, ça veut dire que ce moment de conscience visuelle immédiatement antérieur, ça va être à la fois la condition antécédente de la conscience visuelle et ça va être la condition dominante de l'autocognition qui fait l'expérience de cette conscience visuelle. Non, je pensais que l'autocognition avait pour condition dominante une conscience mentale. Alors une faculté mentale, c'est pas Ouais. nécessairement Ah, ouais, une faculté ouais, mentale, oui, mais comme condition dominante. Donc, est-ce une conscience visuelle est une faculté mentale? exactement, puisque ça va être en effet, par exemple, comme ce qu'on disait, pour la perception directe mentale, vous avez par exemple une perception visuelle qui appréhende du bleu. Et ce dernier moment de perception visuelle, de conscience visuelle, va servir de condition dominante et de condition antécédente à un moment de perception directe mentale qui appréhende ce bleu. Oui, Ouais. Et donc, en effet, ce moment de conscience sensorielle est une faculté mentale pour la perception directe mentale qui va suivre. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'en effet, quand on dit faculté mentale, c'est pas nécessairement conscience mentale. Ouais, combien de possibilités entre faculté mentale et conscience mentale? Il doit y en avoir quatre, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas? Ouais, c'est trois, on pourrait dire alors. Oui, on pourrait même dire pourquoi pas même 4. Ah ouais, alors attends, vas-y. Ouais, donc ce qui serait à la fois les 2, une conscience mentale et une faculté mentale, et bah, on pourrait dire
le moment immédiatement antérieur de conscience mentale qui va servir de faculté pour une autoperception, par exemple. Ouais, Ouais, ok. ok, très bien. Donc ça, c'est une conscience mentale, ouais, et c'est une faculté mentale. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme conscience mentale qui n'est pas une faculté mentale? Une conceptuelle, conscience conceptuelle. Oui, pourquoi pas? On pourrait dire qu'une conscience conceptuelle est une conscience mentale et comment est-ce qu'elle pourrait être, la faculté mentale? Oui, pourquoi pas d'une certaine manière? On pourrait dire, par exemple, la personne qui est sur la voie de préparation et qui va entrer sur la voie de vision, hein, qui va avoir une réalisation directe du non-soi. Cette personne qui est sur la voie de préparation, elle a encore une conscience conceptuelle du non-soi. Ouais, Ouais, cette conscience conceptuelle du non-soi va devenir la faculté mentale pour la réalisation directe. ouais. Ouais, Maintenant, ouais. qu'est-ce qui serait? En fait, on dirait non, ce serait plutôt elle deviendra la faculté mentale pour l'auto-perception qui fera la l'expérience de cette réalisation directe. Ouais, parce que la faculté pour cette réalisation directe, c'est le samadhi, qui est l'union de shamatha et de vipassana, ouais. OK. Très bien, donc qu'est-ce qui pourrait être une conscience mentale qui ne serait pas une faculté mentale? Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Non, Heu c'est mental, non? Mmh, ouais. Par exemple, on pourrait dire pourquoi pas certaines absorptions, par exemple, certaines absorptions de cessation. Dans ces absorptions, il n'y a pas même de conscience mentale. Ouais, grossière, on pourrait dire, ouais. Il y a même, pour certains, il y a même pas du tout de conscience mentale. C'est une absorption de cessation dans laquelle il y a même plus de faculté ou de conscience grossière. Donc de ce point de vue-là, pourquoi pas? On pourrait dire que le dernier moment de conscience mentale qui aura, heu précédé cette absorption de cessation ne sera pas du tout une faculté mentale. Ouais, parce qu'il va pas y avoir de, conscience juste après. Pourquoi pas? Mmh. Ouais, ça pourrait être discuté bien sûr, mais il y a des exemples comme ça qui montrent qu'il y a certaines absorptions dans lesquelles il y a même pas de conscience grossière. Et qu'est-ce qui serait une faculté mentale, mais pas une conscience mentale? C'est facile. Oui, ben, n'importe, non, une faculté mentale, heu, bah, une faculté mentale, mais pas une conscience mentale. Merde. Par exemple, bah, ce qu'on a dit tout à l'heure, le dernier moment de conscience visuelle qui va ensuite engendrer une perception directe mentale du même objet. Ce dernier moment de conscience visuelle va être une faculté mentale pour cette perception directe mentale. Oui, on pourrait dire aussi, pourquoi pas, le samadhi, qui est l'union de shamatha et de vipassana, ce sera une faculté une condition dominante et donc une faculté qui va servir à la réalisation directe yogique. Oui, Mais une donc conscience sensorielle, ça le ferait pas. Alors si justement une conscience sensorielle, ça peut le faire, par exemple quand on est dans ce train de perception sensorielle et à l'issue de ce train de perception sensorielle, on aura un moment infinitésimal de perception directe mentale et donc ce moment de perception directe mentale aura eu pour faculté mentale ce moment de perception visuelle, ce dernier moment de perception visuelle. Mmh. Voilà, parce que c'est une conscience visuelle qui devient une faculté mentale, mais elle n'est pas une conscience mentale elle-même. Ouais, elle va engendrer une conscience mentale. Elle va permettre la survenue d'une perception mentale. Ouais, ouais, ça vous parle? oui, la faculté, ce qui Oh, permet le potentiel, c'est un potentiel qui permet Oui, autre chose. tout Alors que à fait. la conscience, c'est l'état. OK. Exactement, on peut dire ça. On peut dire que la conscience mentale, c'est, l'une des 6 consciences. Ouais, donc c'est nécessairement pas une conscience sensorielle. Par contre, une faculté mentale peut être n'importe laquelle de ces 6 consciences. d'accord. On pourrait le dire comme ça. Ouais. Et même on pourrait dire une faculté mentale, pourquoi pas, pourrait être même autre chose que l'une de ces 6 consciences, pourrait être un samadhi. Ouais, comme l'union de shamatha et de vipassana, c'est une faculté pour la perception directe yogique. Parce que ici, pour le texte de Geshe Jampel Sampel, une perception directe yogique fait partie des perceptions directes mentales et donc elle doit nécessairement avoir une faculté mentale. Ouais, et donc puisque sa condition dominante est un samadhi, qui est l'union de shamatha et vipassana, ce samadhi n'est pas une conscience, mentale, mais c'est une faculté mentale. Alors faculté mentale, c'est aussi la condition dominante. Exactement, tout à fait.
Oui, une condition dominante pour une perception qui va être catégorisée comme étant mentale, cette condition dominante doit être une faculté mentale. Ouais. Parce que Donc, c'est justement ça qui fait la différence entre une perception sensorielle et une perception mentale. Ouais, c'est la faculté qui fait la différence, la condition dominante. c'est ça. Soit elle est physique, soit elle ne l'est pas. Si elle D'accord. n'est pas physique, elle doit normalement être de la nature cognitive. Donc, le dernier moment d'une conscience sensorielle peut être une faculté mentale et donc la Exactement. condition dominante de. Oui, d'accord. Ouais. Oui, exactement, tout à fait. La condition dominante d'une perception directe mentale qui va suivre, exactement. C'est tout à fait ça. Excellent, excellent. Très bien. Donc cette détermination est importante dans le cadre des débats à propos d'un Bouddha. Ouais, beaucoup de débats autour d'un Bouddha. Cela écarte en effet la possibilité que les perceptions directes autocognitives et sensorielles du continuum d'un Bouddha soient des perceptions directes yogiques. Ouais, parce que certains diront que, en effet, ce ne sont pas des perceptions directes yogiques, les consciences sensorielles d'un Bouddha. Ouais, parce qu'elles ont comme faculté, une faculté physique. Ça doit quand même être de la forme, surtout pour les Sautrantika. Ouais. Ok, très bien. Certains soutiennent pourtant que les autoperceptions et les 5 consciences sensorielles dans le continuum d'un Bouddha sont des cognitions omniscientes. Oh, oh, oh. Alors là, ça poserait débat, ça poserait question, parce que si on dit que l'autocognition dans le continuum d'un Bouddha est omnisciente, ça veut dire qu'elle ne se tourne pas exclusivement vers l'intérieur, elle connaît aussi les objets à l'extérieur, donc elle n'est plus une autocognition, elle devient aussi une hétérocognition. Ouais, ça pose question. Ouais. Ça pose question. Mais puisque toutes les cognitions omniscientes se doivent d'être des perceptions directes yogiques et que celles-ci sont mentales, les consciences sensorielles d'un Bouddha ne sauraient être des perceptions directes yogiques et donc des cognitions omniscientes. Oui, si on dit qu'une perception directe yogique est nécessairement mentale, comme le dit ici Geshe Jampel Sampel, ça voudrait dire une perception visuelle dans le continuum d'un Bouddha, puisqu'elle est omnisciente, elle est nécessairement yogique. Et donc, puisqu'elle est yogique, elle est nécessairement mentale. Donc, une perception sensorielle ne serait pas une perception sensorielle dans le continuum d'un Bouddha. Ouais, ou alors, on pourrait avoir des bases communes entre perception sensorielle et perception mentale. Et ça, c'est impossible. Mais pourtant, si on considère le Bouddha dans son Dharmakaya, il n'a pas d'organes sensoriels. Alors, on dira qu'un Dharmakaya n'existe jamais sans un Rupakaya. Ah, Ouais. d'accord. Ouais, c'est intéressant. Normalement, les 4 corps du Bouddha surviennent en même temps. Ouais, contrairement à ce qui se passe dans les tantras. Dans les tantras, quand on fait une sadhana, et cetera, où on médite sur Om Swabhava Shuddha Sarvadharma Swabhava Shuddhoham, par exemple, ce mantra sur la vacuité, où on fait ces dissolutions dans les tantras supérieurs jusqu'à essayer de générer la dignité divine en dépendance du Dharmakaya, en disant je suis le Dharmakaya, etc. Là, oui, le Dharmakaya semble exister avant le Rupakaya, parce que c'est après que le, le, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya vont être médités, ouais, avec le yoga de la déité. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'éveil, il n'y a jamais d'abord le Dharmakaya, puis le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Ça vient toujours en même temps. C'est toujours Mhm. simultané. Ouais. Donc ça veut dire qu'un Dharmakaya a nécessairement besoin de facultés. Et c'est exactement ce que va dire la suite du texte. C'est intéressant ça. C'est exactement ce qu'on va voir par la suite. On va voir ça parce que c'est surtout Yonzin Purbuchak qui dit ça, mais on va essayer de voir ça parce que il y a beaucoup de points par rapport à la page 103. Donc on va y revenir. On va y revenir, oui. Très bien. Donc est-ce que c'est d'accord pour vous de dire que si c'est une perception sensorielle, c'est nécessairement pas une perception mentale, Oui, puisque la faculté d'une perception sensorielle doit être physique, alors que la faculté d'une perception mentale doit être mentale. d'accord. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'il est impossible d'avoir ce qui est les deux. Très bien. Et donc ces définitions sont posées du point de vue des Sautrantika. Mais les Chittamatra et les Madhyamika, ici les Swatantrika Madhyamika, pardon, les Yogacara Swatantrika Madhyamika, donnent pour définition d'une perception directe une cognition non conceptuelle qui résulte de prédispositions stables. Oui, Torpa dans Deshing, Barcha euh, Barcha Ten de Jongwe, Rigpa. Ouais, je crois que c'est défini comme ça. Ok.
Donc, c'est une cognition qui doit être libre de conceptualisation et qui doit survenir sur la base de prédispositions stables ou d'empreintes stables. Bakchak. Ouais, c'est ce que va dire ici à la page 44 en tibétain. Ouais. Il va dire Torpa dan deshin bakchak ten jungiripa. Exactement. Une cognition qui survient en dépendance d'empreintes stables et qui est libre de conceptualisation. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, justement, Latil Rinpoché va nous expliquer. Très bien. Tous ces systèmes s'accordent. Alors, il y a une note qui explique ça, justement, d'abord. C'est Elisabeth Napper qui nous explique ça. Que veut dire ces empreintes stables? Ouais. L'expression prédisposition stable ou empreinte, vasana, ouais, ou bakchak en tibétain, permet de distinguer entre les cognitions polluées par des causes superficielles d'erreur. Ouais, par exemple, quand on voit le train d'à côté, on a l'impression que c'est notre train qui bouge, mais c'est le train d'à côté qui bouge. Ouais, donc ça, c'est une cause d'erreur superficielle. Très bien. Et celles qui ne le sont pas. Ouais. Et donc, les prédispositions qui produisent les perceptions directes non stables, pardon, excusez-moi, les, les prédispositions qui produisent les perceptions directes sont stables dans le sens où leur continuum continue tant que dure le samsara. Ça veut dire ça, stable. Ça veut dire que les perceptions directes pour les chittamatrins, en particulier, et les yogacaras swatantrika, ils ont quelque chose de commun, c'est qu'ils vont dire que toutes ces apparences qui se manifestent à nos consciences sont issues d'empreintes, de prédispositions qui vont germer. Et ces prédispositions, elles vont s'entretenir d'elles-mêmes d'une certaine manière jusqu'à la fin du samsara. Ouais. Et donc c'est pourquoi elles sont stables à ce titre-là. D'accord. Ok. Celles qui produisent les cognitions fausses, telles que les perceptions sensorielles percevant des cimes enneigées, bleues, ou des pensées qui appréhendent le son comme permanent, sont instables en ce que leur continuum est adventice et peut être coupé. Ouais, c'est accidentel. Ouais. Donc, celles qui produisent les cognitions fausses, telles que les perceptions sensorielles percevant des cimes enneigées, on ne peut pas parler de perception sensorielle dans ce cas-là, parce qu'une perception directe est nécessairement non erronée. Oui, oui. Ouais. Ok. Mais le problème, c'est que ça, c'est du point de vue Sautrantika. Pour les Chittamatrins et les Yogacaras Swatantrika, il y a quelque chose de commun, c'est que pour eux, ils ne disent pas non erroné. Ouais, comme on l'a dit, Torpa dans Deshin, Tenjungirikpa. Ouais, une cognition libre de conceptualisation qui est produite en dépendance d'empreintes stables. Ils ne disent pas non erroné. Pourquoi? Parce que les empreintes stables sont non erronées, c'est ça? Alors, pour une autre raison. D'accord. Oui. D'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on parle des Chittamatrins et des Yogacaras Swatantrika? Parce qu'ils ont quelque chose de commun, ces deux écoles, ouais. Oui, la non-dualité, c'est qu'on produit la chose, quoi. C'est que c'est la conscience qui produit la chose. Alors, d'une certaine manière, Enfin, c'est pas vraiment la conscience, mais c'est quoi? Ça serait pas lié à la condition antécédente Oui, qui la fait condition antécédente qui serait? qui n'existerait pas, tout simplement. Et du coup, ça serait une perception directe c'est valide. cette espèce de flux là comment ça s'appelle ce truc? Ok, ok. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que les Chittamatrins, pourquoi est-ce qu'on dit Chitta Matra en sanskrit? Ça veut dire esprit seul. Seul, oui. Oui, et on les appelle aussi Yogacara, donc c'est pourquoi les Swatantrika qui suivent, d'un certain point de vue, les Chittamatrins, on va les appeler Yogacara Swatantrika. Ouais. Et donc pour eux, les formes n'existent pas à l'extérieur de la conscience. Ouais. Tout ce que l'on perçoit, tout ce qui existe d'une certaine manière, est une même substance avec la conscience. Ou on pourrait dire, à la rigueur, une même substance. Donc tout ce qui est impermanent est une même substance avec la conscience. Ouais, tout ce qui existe est une même entité avec la conscience. Mm. Ouais. Et donc ça pose question. Ça pose question. En effet, ils vont surtout prendre l'exemple du rêve. Ouais. Imaginons qu'on soit en train de rêver, un rêve samsarique. Ouais. Dans le rêve, quand vous rêvez de cette tasse rouge, est-ce que cette tasse rouge pourrait subsister sans votre conscience onirique? Ben non. Non, parce que justement, la forme de la tasse et la conscience qui l'appréhende naissent en même temps. Mm. Ouais, elles sont produites par des graines. Quand on rêve, ce sont des graines qui germent.
Ouais, ce sont des potentialités dans notre esprit qui germent et qui donnent ces apparences oniriques, etc. Ouais, ces apparences oniriques n'existent pas à l'extérieur de la conscience, vous êtes d'accord? Ouais, et donc c'est pourquoi les Chittamatrins vont dire, bah, c'est un petit peu comme ça pour n'importe quel phénomène, toutes les formes en particulier, vont parler des formes, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Toutes ces formes ne sont pas des formes pleinement qualifiées, parce que forme égale matière, matière égale atomiquement établie. Ouais, et les Chittamatrins vont dire que justement, cette question des atomes posée par les Vaibhashika et les Sautrantika, ces atomes infinitésimaux, vous pouvez en ajouter autant comme autant, vous n'auriez jamais de forme grossière. Ouais, si vous ajoutez 0 plus 0 plus 0 plus 0, vous avez toujours 0. Et donc, si vous avez des atomes sans dimension directionnelle, sans partie directionnelle, vous pouvez les ajouter autant comme autant, vous n'aurez jamais une forme grossière. Et donc, c'est ce que diront les Chittamatrins et les Yogacaras soit tantrika. Il n'y a pas de forme à l'extérieur de la conscience. Tout est produit par des graines qui germent dans notre conscience. Et la graine va donner non seulement la forme, mais aussi le sujet, l'objet et le sujet. Et donc, l'objet et le sujet vont naître en même temps. Ouais. Et donc, comme ils vont naître en même temps, eh bien, il n'y a pas, et qu'ils sont nés par la même cause substantielle, etc., la même graine, la forme n'existe pas à l'extérieur de la conscience. Mais les Chittamatrins et les Yogacaras vont dire que, malgré tout, même s'il n'y a pas de table qui existe à l'extérieur de ma conscience, elle semble exister à l'extérieur de ma conscience. Et d'ailleurs, nous, êtres ordinaires qui n'avons pas l'approche de Chittamatra, nous sommes persuadés que la table existe à l'extérieur. Ouais, donc non seulement elle apparaît comme existant à l'extérieur, mais en plus nous saisissons cela. Ouais, ok. Et donc pour les Chittamatrins, il va s'agir du voile cognitif. Ouais, l'apparence d'existence extérieure, ça va être le voile cognitif. Et les Yogacaras Swatantrika vont dire que c'est un voile cognitif grossier. Ouais, ok. Mais les deux vont être d'accord pour dire que c'est un voile cognitif. C'est-à-dire que pour obtenir l'éveil, qu'est-ce qu'on doit réaliser? La non-dualité. Il n'y a pas d'objet existant à l'extérieur de la conscience. Ouais. Mais même si les objets n'existent pas à l'extérieur de la conscience, ils apparaissent comme s'ils existaient à l'extérieur de la conscience. D'où le fait que toutes les perceptions des êtres ordinaires sont erronées. Oui, Vous êtes d'accord? oui, oui. Ouais. Quand il y a une apparence qui ne correspond pas au mode d'être, il y a une distorsion, il y a quelque chose, il y a une erreur. Ouais. Par exemple, on se regarde dans le miroir, le reflet dans le miroir donne l'impression d'être notre visage, mais n'est pas notre visage. Ouais. Donc il y a une erreur qui est là. Il y a un type d'erreur qui est là. Et pour les Chittamatrins et les Yogacaras, toutes les consciences sensorielles de tous les êtres ordinaires sont souillées par ce type d'empreintes, parce qu'il y a des empreintes d'erreur, il y a des empreintes des empreintes du soi, les empreintes, etc., différents types d'empreintes, et il y a l'empreinte qui donne l'impression pour les formes, d'exister à l'extérieur, alors qu'elles n'existent pas à l'extérieur. Donc il y a quelque chose d'erroné. C'est pourquoi les Chittamatrins et les Yogacaras ne diront pas que la définition d'une perception directe est une condition libre de conceptualisation et non erronée. Pourquoi? Parce qu'elles doivent être erronées pour eux. Ouais, ça joue? Oui. Oui, sauf quand ils se prennent un mur. Mais... Hein? Je dis sauf quand ils se prennent un mur. Eh ben, c'est le même principe qu'en rêve. Ouais, quand on rêve, on a l'impression de tomber d'un building, par exemple. On a vraiment l'impression que ça nous arrive. Parce qu'on a l'impression que ça arrive là, quelque chose là, à l'extérieur de nous. Et en fait, les Chittamatrins adorent cet exemple du rêve, parce qu'ils vont dire, même si on se prend un mur dans la tronche, eh ben, le mur n'existe pas à l'extérieur de notre conscience, et notre tronche non plus d'ailleurs. En plus qu'on a une bosse quand même. Et cette bosse n'existera pas à l'extérieur de la conscience. Ce Elle sont les sera produite ancêtres. par des graines. Ce sont les ancêtres des stoïciens, non? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Ouais, Parce ils vont qu'on a se dire besoin de que... conceptualiser, en fait. Alors, Parce que ils vont pour se dire... faire un schéma, Ouais, ouais. la conscience conceptuelle, voilà, on a besoin d'un schéma pour une représentation. C'est une représentation visuelle. Oui, alors, ils vont dire que dans le cas des consciences sensorielles, elles ne sont pas conceptuelles. Ouais, ils vont quand même dire Torpa dans Daishing. Ouais, ça, c'est ce qu'ils vont. Ils vont quand même mentionner cela. Ouais, ils vont dire, par exemple, en haut de la page 102, ils vont dire la définition d'une perception directe, une cognition libre de conceptualisation. Ouais, Torpa dans Daishing. Ouais, qui résulte de prédispositions stables. Donc, ils vont quand même dire que les consciences sensorielles sont libres de conceptualisation, elles ne pensent pas, mais ils vont quand même dire que les consciences
conceptuelles vont fonctionner de la même façon. Les consciences conceptuelles, elles germent en dépendance d'empreintes. Ouais, mais même les Sautrantika diront la même chose. Ouais, ils diront qu'une conscience conceptuelle a quand même des conditions dominantes, objectales, etc., qui sont aussi des graines qui germent. Ouais, c'est intéressant ça. En tout cas, c'est ce que dit Yongzin Bulbuchak, mais tout le monde ne sera pas d'accord, ouais. Ok. Donc là, ici, si on dit en effet dans la note, celles qui produisent les cognitions fausses, telles que les perceptions sensorielles percevant des cimes enneigées, en effet, dans ce cas-là, on pourra dire que une perception directe peut être une cognition fausse pour les Chitamatrins. Ouais. Ils pourront dire ça, pourquoi pas. Ouais. Ok. Ou des pensées, hein, c'est le même principe, des pensées qui appréhendent le son comme permanent. Dans ce cas-là, il s'agirait d'une cognition fausse, conceptuelle. Un son instable en ce que leur continuum est adventice et peut être coupé. Ouais, ça veut dire que si on voit des montagnes enneigées bleues, on va se rapprocher et donc on va se dire, bah non, c'est blanc, la couleur de la neige est blanche et pas bleue, et donc on va pouvoir trancher le continuum des empreintes qui génèrent cette perception fausse. Et pour les consciences conceptuelles, ça va être pareil. Ouais, quand on saisit le son comme étant permanent, on va analyser, réfléchir, etc. Et donc, on va réaliser que le son est impermanent. Ouais, donc, le continuum d'erreurs va être tranché. Donc, c'est pourquoi ces prédispositions qui engendrent ces erreurs sont instables, parce que leur continuum peut être éliminé. Ouais, ça joue. Mais bien sûr que les empreintes samsariques, d'une certaine manière, sont instables dans le sens où on peut quand même les éliminer au bout d'un moment. Mais elles sont suffisamment stables pour durer depuis des temps sans commencement. C'est pourquoi on dira elles sont stables. Ok. Très bien, c'est génial tout ça. C'est génial. Ok, donc tous ces systèmes s'accordent sur le fait qu'une perception directe doit être libre de conceptualisation. Ok, mais pour les Chittamatrins et les Yogacara Swatantrika Madhyamika, là encore le sanskrit est inversé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc normalement c'est Yogacara Swatantrika Madhyamika. Une cognition directe n'est pas nécessairement non erronée, parce qu'ils soutiennent que toutes les perceptions sensorielles, avec un S à sensoriel et mental, dans le continuum d'un être ordinaire, sont erronées quant à leurs objets apparents, dans le sens où, lorsque les sons, les formes, etc., leur apparaissent, ils apparaissent comme des objets externes, ce qu'ils ne sont pas. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais, ça vous parle? Oui. Très bien. Plus encore, les Chittamatrins soutenant le faux aspect, donc l'aspect faux contaminé, donc affirment que les êtres ordinaires ne sont pas les seuls à être victimes d'apparences erronées parce qu'il en va de même pour les Bouddhas. Donc ça pose question. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. L'aspect faux contaminé ou l'aspect faux souillé, c'est une des sous-écoles du Chittamatra. Ouais, les tenants de l'aspect faux. Ouais, on avait étudié ça avec la Madhitsumpa pendant le Basic Programme. Ouais, la définition d'un Chittamatra tenant de l'aspect faux, c'est Sen Sambagran shi Tsurdongi Gyugi. Tsurdongi Gyu la Zu. Ngunsu. C'est quoi? J'ai oublié. Sen Sambagran shi Tsurdongi Gyugi. Zuzin Ngusun la Zura Banawe Chala. Mari Bachala. Shubha Dobade. Exactement. Donc, c'est un tenant Chittamatra qui dit que dans le continuum d'un être ordinaire, l'apparence de forme grossière à la cognition valide directe qui appréhende une forme est engendrée par les latences de l'ignorance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chittamatrins vont dire qu'il y a une conscience qui appréhende une forme, on est d'accord? Ok. Et donc, cette forme semble grossière. Grossière, ça veut dire quoi? C'est comme si elle était matérielle, c'est comme si elle était constituée d'atomes. Ouais. Et donc, les tenants de l'aspect faux vont dire cette apparence de forme grossière, cette apparence de forme grossière va être produite par les latences de l'ignorance. Ouais. Ils vont dire il n'y a en réalité pas de forme grossière. Ouais. Alors que les tenants de l'aspect vrai vont dire si, l'apparence de forme grossière à la conscience qui réalise directement la forme n'est pas engendrée par les latences de l'ignorance. Ouais, donc il y a bien une forme grossière. Ouais. Et donc, ça pose question, parce que justement, dans les deux vérités selon les quatre écoles de Geshe-Dreyfus, il dit, dans les deux cas, il y a des conséquences qui vont être un peu compliquées à soutenir en débat. Ouais.
Ok. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que les tenants de l'aspect faux, chez les Chittamatrins, vont dire cette apparence de forme grossière de la table quand je vois une table, c'est engendré par l'ignorance. En réalité, il n'y a pas de forme grossière. Ouais. Et certains tenants de l'aspect faux vont dire que ces souillures engendrées par l'ignorance existent même chez un Bouddha. C'est-à-dire que même chez un Bouddha, il y a l'apparence de forme grossière quand il appréhende une table, et cette apparence de forme grossière est aussi engendrée par les latences de l'ignorance. Mais certains vont dire, mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'un Bouddha pourrait avoir des consciences qui sont souillées par l'ignorance? À ce moment-là, c'est plus un Bouddha. Hmm. Ah, ah. Comment ils s'organisent avec ça? Et donc, la plupart des Chittamatrins vont dire non, un Bouddha n'est pas souillé. Il y a juste quelques-uns qui vont dire ça, quelques-uns. Mais certains maîtres disent comment est-ce que c'est possible? Ouais, il y a de forts doutes pour dire qu'un Bouddha aurait des consciences souillées. Donc, ils vont dire simplement que dans ce cas-là, un Bouddha ne va pas appréhender ou ne va pas avoir d'apparence de forme grossière à sa conscience, pour le tenant de l'aspect faux. Ouais, qui ne considèrent pas que la conscience d'un Bouddha est souillée par cela. Ils vont dire il y a l'apparence d'une forme grossière, mais le Bouddha l'appréhende. Pourquoi? Parce que les êtres appréhendent une forme grossière. Mhm. Ouais, pourquoi pas? Ça Ouais. peut être une porte de sortie. Très bien. Donc là, c'est vraiment des points un peu spécifiques. Si on étudie un peu les écoles philosophiques, ça aide. Mais si on ne les a pas étudiées, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite vague qui va vite passer. Ok, très bien. Donc pour eux, donc pour les tenants de l'aspect faux, le mode de compréhension d'un Bouddha n'est pas erroné, mais les choses leur apparaissent quand même comme des objets externes. Donc les tenants de l'aspect faux souillés, donc contaminés, vont dire le Bouddha ne saisit pas l'apparence grossière, bien sûr, hein, parce que, il n'a pas d'ignorance manifeste, il n'a pas du tout de conception fausse, mais les phénomènes continuent de lui apparaître comme si c'était des objets externes. Oui, parce que quand on dit forme grossière, ça donne l'impression d'être une forme à l'extérieur, parce que c'est une forme constituée d'atomes. Et si Alors, c'est constitué d'atomes, ça existe bien à l'extérieur. à ce moment-là, il n'y aurait pas d'arrêt de la dualité. D'une certaine manière, oui, exactement. Ça veut dire qu'il y en Donc, a la guerre, un, pour eux, ce qui oui. paye pour eux, c'est l'arrêt de la dualité. Oui, exactement. Alors, il y Oui. aurait un arrêt de la dualité pour la conscience omnisciente du Bouddha qui réalise directement le non-soi. Mais il y a toujours l'apparence Oui. dualiste. D'une certaine manière, il y a toujours une apparence dualiste, quelle qu'elle soit, en fait, pour les écoles philosophiques bouddhistes. Elles vont dire que toutes les apparences dualistes cessent pour la cognition qui réalise directement la vacuité, ou le non-soi subtil, mais pour la conscience qui réalise des conventions, des phénomènes conventionnels, il y a des apparences dualistes. Mais après, lesquelles restent, c'est ça où ça pose question. Pour les tenants de l'aspect faux souillé, il y a même des apparences dualistes erronées qui continuent d'être là, alors que pour les autres écoles, toutes les autres écoles bouddhistes vont dire non, il n'y a aucune apparence dualiste erronée. Il y a des apparences dualistes, mais pas des apparences dualistes erronées. Ouais, bah, ils s'organisent, quoi, hein, parce que tiré par les cheveux, quand même. Exactement. Très bien. Et là, on va voir des points importants par rapport à ces conditions, justement. Ouais. Le Chittamatra diffère aussi du Sautrantika dans sa présentation des trois conditions, objectale, dominante non commune et antécédente. Abordons tout d'abord la présentation Sautrantika. Ouais, c'est plus facile d'envisager celle-ci pour ensuite aller vers les autres. Donc la définition d'une condition objectale d'une perception directe sensorielle appréhendant une forme et ce qui produit principalement et directement une perception directe sensorielle appréhendant une forme comme ayant l'aspect de cette forme. Ok, donc nous ce qu'on apprend en général dans l'ORIC avec Yonzin Polbochok, c'est la définition d'une condition objectale d'une perception appréhendant du bleu. Ouais, donc la définition c'est euh, Ngenzi ngensu la, ngenbo namden no tsoro ngensu kieje. Ouais, c'est ça la définition d'une condition objectale, d'une perception directe appréhendante du bleu. C'est ce qui produit principalement et directement cette conscience qui appréhende du bleu comme ayant l'aspect du bleu. Ouais. Ngenbo namdendu. Ouais, ce qui possède l'aspect du bleu. C'est exactement ça, ouais.
Et donc, ce qui produit principalement et directement une perception directe sensorielle appréhendant une forme comme ayant l'aspect de cette forme. C'est ça qui fait la condition objectale. Ça veut dire qu'elle va engendrer un aspect à la conscience. Ouais, ça, vous avez déjà entendu parler de l'aspect. Ouais, ok. Très bien. Et donc, on retrouve ça ici chez Yongzim Purbuchok dans la page 98 d'ailleurs, il le dit aussi, mais il donne deux définitions. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dit Namdendu tsor mesukeje, Ngumbu Namdendu, et il dit aussi Rangi Namba. Ouais, et donc, il donne deux définitions. Il dit qui engendre l'aspect de cela, donc l'aspect de l'objet, ou alors l'aspect du bleu, pour une perception qui appréhende du bleu. Ouais, c'est juste ça qui fait la différence dans ces deux définitions. Je ne sais pas pourquoi il en donne deux, mais habituellement, il n'y en a qu'une seule. Ouais. Donc ça veut dire quoi? La condition objectale d'une perception directe sensorielle appréhendant une forme est posée comme étant la forme elle-même, puisque la cognition est produite par la force de l'objet qui projette son aspect vers elle. Ouais, c'est exactement ce que dira Jamyang Shepa. Kunkian Jamyang Shepa, dans son Lorik Tacho, il dira la même chose. Il dit Namba Tedje en tibétain, ça veut dire ceux qui projettent un aspect, ceux qui projettent son aspect. Namba Tedje, littéralement. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que la condition objectale doit projeter un aspect à la conscience. Et donc, ça posera question pour la suite. Ouais, parce que si on parle du non-soi, comment est-ce que le non-soi peut projeter un aspect à la conscience? Ça pose question pour une perception directe yogique. Ok. Et vous avez aussi d'excellentes descriptions. Oh là là, ça c'est magnifique. Dans Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics. Ouais, à la page combien? À la page 61. Ouais, il y a de très bonnes descriptions de ces trois conditions. Franchement, c'est juste magnifique. Ok, donc ça, ce sont des super ouvrages assez récents qui sont vraiment très bien faits. Ok, et donc il parle aussi de ces trois conditions, qui parle de l'oric, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de points très intéressants. Ok, donc on a dit la condition objectale, c'est ce qui projette un aspect à la conscience qu'il appréhende. Ouais. Très bien. En d'autres termes, la forme lui apparaît. La forme est aussi posée comme la condition objectale d'une perception directe mentale appréhendant une forme produite à la fin du continuum de perception directe sensorielle. Ouais. Ok. Et donc, ici, on dira qu'en effet, si vous appréhendez du bleu visuellement, à la fin de ce train de perception sensorielle du bleu, vous avez une perception directe mentale qui appréhende ce bleu. Ouais. Et donc, le bleu va aussi être la condition objectale de cette perception directe mentale, tout simplement. Ouais. Ok, très bien. Ensuite, c'est là où il va y avoir des débats, où en effet, aucune condition objectale n'est posée ni pour les perceptions directes autocognitives, ni yogiques, ni pour les cognitions conceptuelles. Ça pose question, parce que Yonzin Purbuchok dit tout à fait le contraire. Il dit le contraire, il va dire ça à la page 91 et la page 99. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Donc moi, j'ai la version de Serradje ici, mais il y a différentes versions. Donc moi, j'utilise cette version-là que j'avais trouvée en Inde, je crois. Ok. Et donc à la page 91, il dit ça. Il dit Shebaina que kimiga yobe chir. Il dit parce que si c'est une cognition, elle a nécessairement une condition objectale. N'importe quelle cognition doit avoir une condition objectale. Donc ça, c'est intéressant. Il dit ça à la page 91 et à la page 99, juste après, il dit, il dit Shebayina, Kyuki demata kendo, Kyuki daken nika yobekya. Il dit si c'est une cognition, elle a nécessairement une condition dominante et une condition antécédente. Nécessairement. Donc c'est marrant parce que quelques pages avant, il dit si c'est une cognition, elle a nécessairement une condition objectale. Et après, il dit, quelques pages après, si c'est une cognition, elle a nécessairement une condition dominante et une condition antécédente. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que si c'est une cognition, elle a nécessairement les trois conditions. Ah, ben oui. C'est intéressant, ça. C'est très, très intéressant. Ouais. Et donc, il dira même que, juste après, à la page 91, il dit... Hein? Allô? Oui, on t'entend. Ok.
Il dira si on a une cognition fausse conceptuelle, celle-ci, elle a nécessairement aussi une condition objectale. Ouais. Il dira que ici, en dépendance de la condition antécédente, il y a des empreintes. Et donc, ces empreintes vont être la condition objectale. Ouais, ça veut dire pour une condition fausse conceptuelle, par exemple, si je pense le son est permanent, ma conscience conceptuelle, en dépendance de la condition antécédente, c'est-à-dire le moment de conscience immédiatement antérieure, celle-ci porte des empreintes, oui, ou des graines. Ces graines vont germer et ça va donner cette conscience conceptuelle. Ouais, cette conscience conceptuelle va penser le son est permanent. Et donc, ça veut dire que la graine qui va engendrer cette conscience conceptuelle sera la condition objectale. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ouais. Ok. Donc, il y a plein de développements très intéressants par rapport à tout ça. Ok, mais on ne peut pas vraiment aller trop dans les détails. Ok. Donc ici, ça contredit ce que dit la Rinpoche. Il dit aucune condition objectale n'est posée pour les perceptions directes autocognitives et yogiques, ni pour les cognitions conceptuelles. Alors que Yonzin Pulbutchok dit si c'est une cognition, donc n'importe quelle cognition, elle a nécessairement ces trois conditions. Ok. Et donc c'est ce que dit ensuite la Rinpoche. Il est vrai que Yonzin Pulbutchok présente une condition objectale pour celle-ci dans son Dura. Ici, le Dura ici qu'il évoque, c'est le deuxième volet. Ouais, il y a trois volets de la clé magique de la voie du raisonnement, et donc c'est dans le second volet. Ouais. Ok, très bien. Mais il semble qu'elle ne puisse être que des conditions nominales et que son objectif ait été d'affûter le pouvoir de raisonner des étudiants et d'offrir ainsi des occasions de débat à ce sujet. Ouais. Genre, au lieu de dire il a fait une petite boulette, C'était plus simple. il a écrit ça pour affûter la faculté de raisonnement de ses étudiants. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on pourrait débattre et dire que oui, pourquoi pas? Si les graines peuvent être désignées comme étant les conditions objectales chez les Chitamatrins, pourquoi pas? Pour les Sautrantika aussi. Très bien. Et donc, ces conditions nominales, c'est ce que dira aussi Kuntian Jamyang, je sais pas. Il dira Mikian Tapawa, ça veut dire simplement désigné. Ouais, simplement désigné. Et aussi dans Indian Buddhist Classics, ils diront ça aussi vers, c'est quoi la page combien? C'est les pages 76, 78. Non, non 49, etc. Etc., etc. Donc 59 et 60, ils vont dire ça. Dans Indian Buddhist Classics, ils parleront de conditions objectales simplement imputées ou simplement désignées. Ouais, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est désigné comme tel, mais en réalité, ce n'en est pas une. Ouais. Donc c'est un entre-deux, d'une certaine manière. Ok, très bien. Très bien. Ok, la raison qui laisse penser qu'elle ne soit que nominale ou simplement désignée est qu'une condition objectale réelle exige deux caractéristiques. Ouais, et là, dans Indian Buddhist classique, ils le diront clairement. La première est qu'elle doit apparaître à l'esprit, et la seconde est que l'esprit doit dépendre d'elle pour sa production. Ouais, ouais, l'esprit doit dépendre d'elle pour sa production, sinon ce ne serait pas une condition. Et elle doit apparaître à l'esprit, sinon ce ne serait pas une condition objectale. Ouais, on dit condition objectale. Alambana pratyaya en sanskrit, oui. Alambana, ça veut dire objet. Pratyaya, ça veut dire condition. Donc, condition, ça veut dire ce qui produit cet objet. Oui, et donc ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle doit apparaître à l'esprit. Elle doit être son objet, donc condition objectale. Ouais, si l'une ou l'autre de ces deux caractéristiques n'est pas là, eh ben, on ne peut pas vraiment parler de condition objectale. Ouais, ça vous parle? Ah, c'est génial ça. C'est génial. Et donc, en effet, si on dit que, par exemple, pour une cognition fausse non conceptuelle, par exemple, vous avez une graine qui germe, et cette graine qui va germer va donner une cognition fausse, ouais. Et donc, qui va avoir l'apparence d'un non-existant. Ouais. Et donc, si on dit que cette graine est la condition objectale, en effet, du point de vue de la condition, ça joue parce qu'elle engendre bien cette conscience, mais du point de vue d'être son objet, là, ça pose question. Comment est-ce qu'une graine peut être l'objet de la conscience du moment d'après? Ouais, ça pose question.
Parce que la graine, c'est une potentialité. Ouais, c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience, etc. Donc, en effet, du point de vue de ça, du fait qu'elle produise cette conscience, ça va, mais du fait qu'elle serait son objet, là, ça pose question. Ouais, ça pose question. Ok, donc c'est juste des petits morceaux de praliné en plus. Ok, très bien. Une perception directe yogique est produite en dépendance d'une absorption méditative. Ouais, le samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana. Ok. Et donc, cette absorption méditative ne peut être posée comme une condition objectale parce qu'elle ne lui apparaît pas. Ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Parce que pour Yonzin Pulbutchok, je crois que c'est lui qui dit ça, que en effet, le samadhi, qui est l'union de shamatha et de vipassana, sera la condition objectale non, sera la condition dominante. Dominante, oui. Ouais, sera la condition dominante, exactement. Ouais. Et normalement, on le voit après, on le voit, ils en parlent après. Ok, très bien. Ouais. Ok, elle ne peut pas être posée comme condition objectale, ouais, parce qu'elle ne lui apparaît pas. Exactement. C'est pourquoi elle sera décrite comme étant la condition dominante. Ouais. Mais il me semble qu'à un moment donné, quand même, Yonzin Pulbutchok parle de ça. Il parle des trois aires cosmiques incommensurables d'accumulation de mérite et de sagesse pour produire la conscience omnisciente d'un Bouddha. Ouais. Et il parle de ce samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana pour produire cette perception directe yogique. Ouais. Mais en effet, ça pose problème pour la perception directe yogique. Est-ce qu'elle a une condition objectale ou pas? Ouais. Parce que si on dit que c'est une perception directe yogique qui réalise le non-soi, Est-ce que le non-soi est un objet? C'est ça. le non-soi, en effet, pourrait être son objet, mais ne lui apparaît pas. C'est un objet Donc, implicite. On peut dire ouais, que c'est un objet implicite. exactement. Donc, ce sera son objet, mais pas sa condition objectale. Oui, mais enfin, quelle est la condition objectale de l'implicite? Par exemple, quelle est la condition objectale de il n'y a pas de courrier dans la boîte? Oui. Eh bien, la condition objectale, ça va être la boîte, La ou ça boîte va être... est vide. Ouais, exactement. Hein. Mais ça pose question, en effet. Ça pose question. Ouais. Ça peut vraiment poser question. Il y a Michel qui... Ouais, Oui. je te laisse réfléchir. Excuse-moi, je voulais juste revenir un petit peu en arrière. Est-ce qu'on a une définition simple de ce qu'est une graine dans ce cas-là? Alors, une graine, si on parle du karma, ça va être très différent, parce que graine et empreinte, c'est équivalent. Ouais, graine, ça veut dire potentialité, qui Mhm. peut engendrer un même type de conscience, similaire à celui qui avait produit cette graine. Ouais. Et donc, ça, c'est pour les afflictions. Ouais, c'est-à-dire que si, par exemple, je suis en colère, ma colère s'estompe, elle se transforme sous forme de graine, et pourquoi on l'appelle graine? Parce qu'elle pourra germer à nouveau sous la forme d'un moment de conscience de colère. Ouais, un moment de colère manifeste. Donc c'est pourquoi elle peut germer à nouveau, on l'appelle graine. Ouais. Mhm. Et donc, une graine, c'est une empreinte active. Ouais, c'est une potentialité qui a la possibilité d'engendrer le même état de conscience. Ouais. Quand on parle des afflictions. Pour les karmas, graines et empreintes, c'est pareil, c'est juste équivalent. Mais pour les afflictions, les graines, c'est quelque chose qui peut germer et qui peut donner un état de conscience similaire. Ouais. Ok. Et là, quand on parle des graines pour les titamatrins, etc., bien sûr qu'ils vont parler des graines des afflictions aussi, mais ce qui produit toutes ces apparences, etc., ce sont des empreintes, et donc qui germent, et donc on peut les appeler des graines aussi. Ouais. Les graines comment ça s'appelle? Les graines de la terminologie, la graine du soi, etc. Il y a différents types de graines qui germent pour les titamatrins, qui vont engendrer non seulement les apparences, mais aussi les conceptions, les désignations, etc., etc. Et toutes ces expériences qu'on va éprouver. Ouais. Et donc une graine, c'est ce qui peut germer, donc qui peut donner un état d'esprit similaire. Ouais, Donc, par le- exemple, oui. donc l'expérience du non-soi n'est pas une graine. Alors pour les titamatrins, ils vont dire que toute expérience est générée par une graine. Hmm. Donc c'est là où ça pose question. Pour les Sautrantika, ça semble être différent. Pour les Sautrantika, ils vont dire que pour l'expérience directe du non-soi, c'est pas né en dépendance d'une graine, mais c'est né en dépendance du samadhi, ouais, qui est l'union de shamatha et de Hmm. vipassana. Ouais.
Donc ce samadhi est nécessairement pas une graine. Pourquoi? Parce qu'il est mental. Parce que c'est un événement cognitif. Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'une graine, c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Science, oui. Ouais. Et là, un samadhi, c'est un facteur mental ou c'est un événement cognitif. Donc c'est nécessairement pas une graine, exactement. Ouais, ça joue. Mhm. Mais Merci. en effet, pour la perception directe yogique du non-soi, ça pose question. Parce que si on dit qu'en effet, euh, par exemple, le bodhisattva ou même l'arhat, etc., qui réalise directement le non-soi, cette personne a nécessairement le voile cognitif. Et donc, le voile cognitif, c'est quoi? C'est pour les Sautrantika ou pour, euh, euh, on pourrait dire même pour les Chittamatrins, ce voile cognitif, c'est quoi? C'est ce qui empêche, c'est une obstruction qui empêche la réalisation directe des deux vérités en même temps. Ouais. Ouais, ça veut dire que soit l'Arya réalise directement le non-soi ou la vacuité, soit l'Arya réalise directement une convention, un phénomène conventionnel, mais il ne peut pas réaliser les deux en même temps. Mhm. Il n'y a qu'un Bouddha qui est capable de faire ça. Donc, si on dit qu'un Arya Bodhisattva, par exemple, réalise directement le non-soi ou la vacuité, etc., ça pose question. Donc, chez les Sautrantika, ils parleront que du non-soi. Ouais. Donc, ils diront que l'Arya va réaliser directement le non-soi, mais quelle est sa condition objectale? Parce que qu'est-ce qui lui apparaît? Le non-soi ne peut pas apparaître. Le non-soi ne peut pas effectuer l'action d'apparaître ou l'action d'engendrer un aspect, parce qu'il est permanent. Absence de convention. Ouais, il est permanent. Et donc, il ne peut pas apparaître. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que le yogi va réaliser comme étant une condition objectale? C'est une bonne question. L'absence de convention. Alors, cette absence de convention, si on dit que c'est une condition objectale, il faut qu'elle soit une condition, alors qu'elle est permanente. Je n'ai pas dit que c'était une condition objectale, j'ai dit voilà ce qu'il réalise. Ouais. Ouais, donc ça ne peut pas être une condition objectale. Oui. Donc ça voudrait Ouais. dire que en absorption méditative, il y a pas, sous l'influence du samadhi, il n'y a pas de convention, il n'y a pas d'objet. Enfin, et que Alors, l'objet est implicite. ils diront, il y a un objet, mais pas de condition objectale. Il n'y a pas de condition objectale et l'objet, c'est l'implicite qui est réalisé. Oui, ils vont dire que le non-soi va être réalisé implicitement. Ouais, ils vont dire que les agrégats vont être réalisés explicitement et le non-soi implicitement, mais ça pose question pour les agrégats. Comment est-ce qu'une conscience qui réalise uniquement le non-soi, et donc une vérité ultime pour les écoles mahayanistes, comment est-ce que cette conscience peut réaliser en même temps une vérité conventionnelle, les agrégats? Parce qu'ils disent qu'ils réalisent les agrégats pendant la période de samadhi. Alors, les Sautrantika vont dire que, en effet, les agrégats sont réalisés explicitement et implicitement, le non-soi de la personne sera réalisé. Pourquoi? Parce que le non-soi ne peut pas apparaître à la conscience, mais il est quand même réalisé par cette conscience. Ouais. Et donc, alors pour les Sautrantika, le non-soi est une vérité conventionnelle parce qu'il est permanent, mais ça, c'est vraiment autre chose. Oui, c'est ça, oui, ça. Donc, en effet, pour les Sautrantika, un yogi qui réalise le non-soi réalise nécessairement une vérité conventionnelle. Ça pose question. Les Mahayanistes vont dire non, c'est nécessairement si on parle du non-soi subtil, on parlera nécessairement d'une vérité ultime. Ouais. Mais certaines écoles diront que même un yogi qui réalise directement le non-soi de la personne, par exemple, le non-soi subtil de la personne, pour ces écoles, c'est quand même une vérité conventionnelle. Ouais, pour les yogacharas, soit tantrika, etc. Et même pour les prasangika diront que quelqu'un qui réalise directement l'absence de soi autosuffisant et substantiel de la personne ne réalise pas une vérité ultime, réalise une vérité conventionnelle. Oui. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux écoles philosophiques. Il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est normal, ils ont toujours des points de vue différents. Ok, donc ça pose question en tout cas pour la réalisation yogique directe du non-soi. Si on dit qu'un bodhisattva, par exemple, a nécessairement le voile cognitif, ouais, vous êtes d'accord, un bodhisattva a nécessairement le voile cognitif. Oui. Ok, et si on dit que le voile cognitif a pour fonction, d'une certaine manière, d'empêcher la réalisation directe des deux vérités en même temps, en effet, ça pose question. Ça pose question. Ok, mais on essaiera certainement de trouver
des solutions, oui. Oui. Parce que le voile cognitif, c'est le support, en fait. Parce que s'il n'y a pas de support, il réalise le non-soi. Oui. Alors, en effet, le voile cognitif n'empêche pas de réaliser le non-soi, ouais, le non-soi de la personne, surtout chez les écoles non prasangika, toutes les écoles non prasangika diront que le voile cognitif n'empêche pas de réaliser le non-soi. Ouais, parce qu'ils vont dire pour réaliser le non-soi de la personne, il n'y a pas besoin d'éliminer le voile cognitif. Par contre, les prasangika diront que la saisie d'un non-soi de la personne et des phénomènes n'est nécessairement pas un voile cognitif. Ouais. Okay. Par contre, les écoles non prasangika diront qu'il y a des saisies du soi qui vont être des voiles cognitifs. La saisie du soi des phénomènes, par exemple, pour les non prasangika, les mahayanistes non prasangika diront que la saisie d'un soi des phénomènes est un voile cognitif. Ouais. Donc ça veut dire, dans ce cas-là, oui, le voile cognitif empêche la réalisation d'un non-soi. Par contre, on parlera d'un non-soi autre que d'un non-soi de la personne. Ce qu'il faut essayer de voir, ok, on pourrait résumer comme ça, dire que, ok, dire déjà que pour les écoles non mahayanistes, les écoles du véhicule fondamental, il n'y a pas de voile cognitif. Ouais, ils vont dire, il y a juste une ignorance non afflictive. Ouais. Et donc, c'est une ignorance non afflictive. Il faut se débarrasser de cette ignorance non afflictive pour obtenir l'omniscience. OK. Et donc, ils vont dire pour les écoles du véhicule fondamental, ils disent de toute façon, il faut réviser le non-soi de la personne parce qu'il n'y a que le non-soi de la personne de toute façon. Et en plus, il y a une distinction de mérite. Combien de mérites on accumule pour obtenir soit l'état d'Arat, soit l'état de Bouddha. Ouais. Chez les Mahayanistes, il y a une distinction entre le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Ouais. Les Mahayanistes non prasangika diront que pour obtenir la libération, il faut réaliser le non-soi de la personne, le non-soi, l'absence de soi autosuffisant et substantiel de la personne, et donc on obtient la libération. Si on réalise en plus le non-soi des phénomènes, on obtient l'éveil. Ouais. Les prasangika diront il faut de toute façon, ne serait-ce que pour éliminer le voile afflictif, éliminer le soi de la personne et des phénomènes. Oui, le soi subtil, éliminer la saisie d'un soi inhérent de la personne et des phénomènes. Parce que cette saisie du soi véritable ou inhérent de la personne et des phénomènes n'est pas un voile cognitif, c'est un voile afflictif. Chez les prasangika. Le voile cognitif, c'est uniquement les empreintes des afflictions et de l'ignorance en particulier. Ouais. Ok, oulala. Oulala, là, là. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour éliminer ce type de saisie du soi? Avoir des réalisations yogiques. Ouais. Mais que réalise une réalisation yogique? C'est là où ça pose question. Ouais. On dira qu'en effet, une perception directe yogique doit réaliser le non-soi, mais sans que le non-soi lui apparaisse pour les Sautrantika. C'est injectable, voilà. Exactement. C'est ce que dira ici le bas de la page 103. Il dira, cette absorption méditative ne peut être posée comme une condition objectale parce qu'elle ne lui apparaît pas OK. De plus, dans le cas d'une perception directe yogique réalisant le non-soi de la personne, celui-ci, donc le non-soi de la personne, ne peut être posé comme condition objectale, puisque dans le système Sautrantika, le non-soi de la personne n'apparaît pas à la perception directe yogique étant une négation non affirmative. Et c'est permanent. Ouais, ça veut dire que ça, c'est ce qu'on avait vu dès le départ. On avait vu que, d'après ce que dit Acharya Dharmakirti, quand il dit dans le chapitre 3 du Pramanavartika, Shel Jani Chir Tsemani Dunjenu dans Minuchir, ouais, il y a deux types de conditions valides. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de phénomènes. Certains sont permanents ou incapables d'opérer une fonction, et les autres sont capables d'opérer une fonction. Ouais, donc il y a des phénomènes impermanents et des phénomènes permanents. Ouais. Les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles et les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Ouais. C'est-à-dire qu'un phénomène permanent ne sera jamais, au grand jamais, pour les non-prasangika, en tout cas pour les non-mahayanistes, un phénomène permanent ne sera jamais l'objet apparent d'une perception directe. Oui. Mais est-ce que cette perception directe peut malgré tout certifier ce phénomène permanent? Question à 3 points d'interrogation. C'est une certification implicite, quoi, ça en revient à la même chose. Exactement. Ça veut dire qu'en effet, une réalisation implicite, c'est réaliser un objet qui ne lui apparaît pas.
c'est la réalisation par une conscience d'un objet qui ne lui apparaît pas. C'est ça une réalisation implicite. Mm. Et en effet, les Sotra 34 trouveront cette magnifique porte de sortie en disant que vu que le non-soi est permanent, il ne peut pas apparaître à la réalisation yogique directe. Mais il peut quand même être réalisé par cette perception yogique directe. Oui, c'est pour ça qu'il n'est pas la conception objectale. Voilà. Il n'est pas la condition objectale, exactement. Il est son objet d'engagement ou son objet du mode d'appréhension, etc. On peut l'appeler comme on veut, mais il ne peut pas être la condition objectale. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une condition vu qu'il est permanent. Un phénomène permanent ne sera jamais la condition de quoi que ce soit, et il n'est pas la condition objectale puisqu'il n'apparaît pas. Mhm. C'est magnifique ça. Ouais. Ouais. Ok. Ok, ben on a terminé pour aujourd'hui. Il y a eu énormément de choses très très denses, un peu touffues, même on pourrait dire. Donc on essaiera d'y revenir. On essaiera de voir aussi les définitions des autres conditions. Ouais. Il y a la condition dominante et la condition antécédente. Donc on verra celle-ci aussi. Mais là, par rapport à la condition objectale, essayez simplement de retenir ces deux caractéristiques principales. Elle doit être une condition, donc elle doit causer la conscience qui va l'appréhender, et elle doit être l'objet, donc elle doit apparaître à cette conscience. Si elle n'est ni l'une ni l'autre, ou si elle n'est pas l'une ou l'autre, elle ne peut pas être une condition objectale. Ouais. Ok, merci beaucoup, bravo, vous avez encore assuré une fois de plus, c'est merveilleux ce soir les débats pour ceux qui viennent. On va essayer encore de parler un petit peu des causes. Ouais, on va essayer de voir combien de possibilités entre tasse et cause de tasse, et etc. Et on va bien sûr aborder les généralités. Oh là 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 là, j'ai trop hâte. Merci, excellente journée. Voilà, au revoir. Merci, Salut. ciao ciao, merci. Merci.